Cher Jean-François Delfraissy, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce forum Santé et Innovation de la Tribune. Alors on ne vous présente plus depuis que vous présidez le Conseil scientifique qui a pour tâche, je le rappelle, de guider l'exécutif dans ses arbitrages et sa gestion de la crise sanitaire. Je rappelle tout de même que vous êtes professeur en immunologie, vous avez dirigé l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Vous avez piloté la coordination des stratégies françaises et africaines de lutte contre le virus Ebola et depuis 2016, vous présidez le comité consultatif national d'éthique. Notre dialogue d'environ 1 heure abordera quelques-uns des volets scientifiques, éthiques, industriels, politiques, géopolitiques aussi et démocratiques de la crise plurielle que nous traversons. Autour d'une question à la fois d'une grande simplicité et d'une immense complexité. Comment, dans notre individualité et collectivement, en France et sur la planète, allons-nous sortir un jour du tunnel? Et quand je dis comment, je veux dire à la fois par quels moyens et dans quel état. Alors voilà 15 mois que nous sommes plongés dans la crise pandémique, nous, la société française, la planète tout entière, et vous-même aux commandes du Conseil scientifique. En tant que médecin, éthicien, citoyen, que vous inspire ces 15 mois et le moment présent? Et qu'ont-ils fait évoluer ou peut-être même qu'ont-ils bouleversé au fond de vous-même? Question complexe. Une fois de plus, le Conseil scientifique est là pour essayer d'éclairer les décisions politiques qui sont très difficiles, vous l'avez souligné. Et finalement, la leçon que je tire, c'est d'avoir une très grande humilité. Une très grande humilité devant la complexité de cette crise, devant la complexité de ce virus, devant les conséquences, bien sûr, sanitaires, mais aussi non sanitaires, sociétales, économiques de cette crise. Et donc, je crois qu'il faut à la fois croire en la science, et j'y crois profondément. J'ai déjà vécu une série de crises très difficiles, mais qui étaient dans une cinétique qui était différente. Croire en la science, parce que c'est la science qui va nous sortir en partie de cette pandémie, puis à la fois avoir beaucoup d'humilité sur, je dirais, l'explication des décisions, et à la fois vis-à-vis du politique, mais aussi, surtout fondamentalement, vis-à-vis de nos concitoyens. Et essayer finalement de leur donner confiance. Tout le monde a-t-il bien fait preuve d'humilité depuis 15 mois? Non, sûrement pas. Moi, le premier, c'est très compliqué à certains moments quand on pense avoir réfléchi, quand on pense avoir jamais seul. Hein, c'est la solution et le Conseil scientifique est là pour ça. Et le fait qu'il soit composé de différents éléments sur lesquels on pourra revenir fait qu'on est dans un exercice, pas solitaire, mais dans un exercice d'intelligence collective, qui conduit à penser qu'on doit aller vers telle direction. Eh bien, parfois, on peut avoir tendance à l'affirmer comme allons dans cette direction, alors même que finalement, c'est un des scénarios possibles, mais qu'il y en a d'autres. Vous voyez, je pense qu'en termes d'humilité, je suis le premier à revenir sur un certain nombre de points qu'on a pu évoquer. Puis bien sûr, je ne suis pas le seul. Les politiques aussi, et même dans une certaine mesure, qui ont changé, les politiques français, les politiques à l'étranger. La France n'est pas un îlot isolé, il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et puis, je dirais aussi les commentateurs qui manquent parfois un peu d'humilité en étant toujours dans un regard extrêmement critique de toute personne. Donc, ayons tous beaucoup d'humilité et disons-nous que c'est vraiment vers nos concitoyens qu'une fois de plus, je remercie finalement d'avoir accepté des mesures aussi complexes depuis maintenant 14 mois et c'est vers eux que doit se tendre notre pensée. La crise fait jaillir un nombre considérable de sujets, de problématiques éthiques. Si vous deviez en retenir un en particulier, ce serait lequel? Est-ce que, par exemple, ce serait l'arbitrage permanent entre sauver toutes les vies et sauver l'économie?
C'en est un. Euh, ces grandes crises pandémiques, mais c'est vrai aussi des crises économiques, elles interpellent les grandes valeurs éthiques qu'on connaît. Elles ne les créent pas. Les valeurs éthiques les précèdent. Mais les valeurs éthiques sont avec une série de butoirs qui existent, hein, autour des notions de liberté, d'autonomie, enfin de la confiance, sont interpellées par ces crises. Et ces crises, finalement, il faut les voir comme quelque chose qui interpelle et qui pousse à l'extrême et qui nous intéresse et nous interpelle dans notre mode de construction citoyenne et civile. Alors c'est le cas de cette crise Covid. L'enjeu du sanitaire vis-à-vis de l'économique en est un. On pourrait l'exprimer autrement en disant est-ce que la santé est finalement le bien public essentiel ou est-ce que c'est la valeur essentielle, la santé? Pour un médecin, oui. Et finalement, cette crise nous interpelle. Est-ce que c'est la seule valeur essentielle? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont totalement aussi importantes. Et puis, je pense, le deuxième élément qui m'a beaucoup interpellé, mais qu'on connaissait déjà, que j'ai retrouvé, c'est que ces grandes crises accentuent, je dirais, les inégalités sociales vis-à-vis de la santé. Et ça a été le cas, et on sait par exemple que les plus âgés, mais aussi les plus fragiles, les plus déshérités, ont été les plus touchés par cette crise. Nous avons passé il y a quelques jours le cap des 100 000 morts. Ces morts ne sont peut-être pas tout à fait comme les autres. La plupart d'entre eux sont partis dans des conditions indignes des fondamentaux de notre humanité, seuls, souvent à l'issue d'un terrible combat, sans être accompagnés, embrassés ou simplement caressés par leurs proches. Et leurs funérailles ont été réduites au strict minimum affectif, pour des raisons bien sûr que tout le monde comprend. Ces morts n'ont pas été pleurés collectivement, comme le déplore la psychologue Marie-Frédérique Baquet, et souvent ils ne l'ont même pas été individuellement. Ces 100 000 et demain peut-être 120 000 ou 150 000 morts, quelle place occuperont-ils dans l'histoire des drames pandémiques? Et notre communauté peut-elle honorer leur mémoire? Et si oui, comment devons-nous nous y prendre? Alors, d'abord, rappelons en effet qu'en France, mais c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus global, on est déjà presque à 105 000 morts. Qu'il y a trois vagues, une première autour de 35 000, la deuxième vague jusqu'à fin décembre à peu près autour de 30 000 décès, et qu'on est à 45 000 décès à peu près depuis le 1er janvier. Il y a des choses qu'on oublie, que bon, une grande partie de ces décès sont bien sûr des personnes avancées dans l'âge, mais pas seulement, et qu'il existe un phénomène de surmortalité important que n'avait pas connu la France depuis de très nombreuses années. Donc, ces morts sont là pour nous prouver que cette crise, ce n'est pas une grippette, c'est véritablement quelque chose de très lourd et malheureusement qui est en train de se poursuivre. Et vous voyez tous les images qui sont en train d'arriver soit du Brésil, soit d'Inde, où une série de gens jeunes également sont très touchés par la pandémie. Alors, c'est un de mes regrets finalement, dans une certaine mesure. C'est là où peut-être on a manqué un peu d'humilité, d'avoir fait passer le sanitaire en particulier dans les EHPAD ou dans les maisons de prise en charge des plus anciens lors de la première vague, et où, en l'absence de connaissances à ce moment-là, rappelons-nous, hein, les choses ont beaucoup évolué depuis, on a finalement contribué à installer, je dirais, des règles sanitaires extrêmement strictes, à la fois pour les résidents des EHPAD et lorsqu'ils décédaient à l'occasion des décès. On a probablement eu raison au plan sanitaire, mais est-ce qu'on a eu raison au plan, je dirais, humain? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais la question, en effet, peut et doit se poser. Les choses se sont beaucoup nuancées après, y compris dès l'été et maintenant. Les relations sont très différentes, et bien sûr avec l'arrivée de la vaccination. Est-ce que c'est le temps, pour l'instant, je dirais, d'honorer les morts? C'est toujours le temps, et pour les familles, c'est le temps, et on doit les saluer profondément. Et j'ai autour de moi des amis qui ont été directement impactés par un décès dans leur famille, donc c'est un problème que je connais bien comme citoyen, tout simplement.
est-ce que c'est le temps de rentrer dans un temps de commémoration? On est encore dans la crise, on va y revenir, hein. On est encore dans la pandémie. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. L'Institut Ad Memoriam, d'ailleurs issu de certains membres du comité scientifique, porte cette notion autour de ne pas oublier et de conserver la mémoire de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le temps de rentrer dans les commémorations? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, il faudra y rentrer, mais à un moment donné. En tout cas, ce qui est un point important, c'est qu'on sait que ces grandes crises, elles s'oublient très très vite, parce que les gens ont envie d'oublier. Et je dis attention, il faudra les oublier. Bien sûr, il faudra penser à l'avenir. Mais il faudra aussi tirer les leçons et prendre le temps de ne pas trop oublier trop vite. Il y aura un défi mémoriel pour nous tous, finalement. Sûrement, à mes yeux, sûrement, et qui n'est pas le plus facile. Alain, juste avant, vous évoquiez la valeur de la santé, la valeur cardinale, centrale ou non, que nous conférons à la santé. Cette crise pandémique a soulevé une autre question, tout aussi essentielle, c'est l'égale valeur des vies, des existences. A-t-on eu raison de poser cette question? On a très vite constaté que finalement, l'infection par le Covid était dans l'immense majorité des cas une infection bénigne et qu'elle pouvait se traduire par une forme sévère, grave et pouvant conduire à l'hospitalisation en réanimation, essentiellement chez les personnes les plus fragiles médicalement ou en raison de leur âge. Et donc le choix qui a été fait, qui est un choix sanitaire, mais aussi humain et aussi éthique, a été de dire on va essayer de protéger au maximum ces personnes les plus âgées et les plus vulnérables. C'était aussi protéger le système de soins, c'était les protéger elles, c'était aussi protéger dans une certaine mesure la capacité de notre système de soins à pouvoir faire face dans des conditions, je dirais, honorables à la prise en charge de ces patients extrêmement lourds. Donc il y avait un double objectif. Un objectif à la fois individuel pour ces personnes les plus vulnérables et un objectif qui était beaucoup plus collectif, qui était la réponse de notre système de santé à cette crise. Le même type d'évaluation, enfin de vision s'est fait à propos de la politique vaccinale. On a démarré également pour protéger les personnes les plus fragiles et les plus anciens. Globalement, si je regarde ce qui s'est passé dans la plupart des pays étrangers, c'est un peu la même vision qui est. Donc, est-ce qu'on a eu raison? Oui, je crois qu'on a eu raison. Je crois qu'on a eu raison. Est-ce que c'est simple? La réponse est non, parce que dans une certaine mesure, pour protéger les plus anciens, on a pris initialement des mesures de restriction de liberté qui touchaient toutes les générations. Alors l'innovation est au centre des débats aujourd'hui et j'aimerais justement qu'on aborde un petit peu ce thème. L'éthicien que vous êtes le sait mieux que personne, on ne confond pas innovation et progrès. Et souvent d'ailleurs, l'innovation ne sert pas le progrès avec un P majuscule. Les innovations en revanche qui ont surgi avec la crise, on pense bien sûr à l'ARN messager mais pas seulement, annoncent-elles un véritable progrès ? D'abord, je me réjouis, hein, comme nous tous, hein, de la capacité finalement de l'homme et de la société en général à être au rendez-vous d'une crise pareille. Il ne l'a pas été au début, hein. Souvenez-vous, cette période de mars à juillet l'an dernier, où somme toute l'innovation était assez peu au rendez-vous. On n'avait pas de médicaments, on n'avait pas de vaccins. On était limité dans le nombre de tests. Enfin, l'innovation n'était pas encore présente. Et puis, comme toujours, mais il faut un peu de temps, hein. L'innovation, la recherche met un peu de temps, même si les délais se sont considérablement réduits par rapport à d'autres crises que j'ai connues, est arrivée. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Que des vaccins contre le Covid, avec toutes les limites et l'intérêt de ces vaccins, aient pu être mis au point
et être disponible à partir de décembre 2020, c'est-à-dire en gros 7 mois après le début de la crise dans les pays du Nord, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Je pensais qu'on aurait un vaccin pas avant le mois de mars ou le mois d'avril 2021. Vous voyez le décalage déjà. Et quand je disais ça, je n'en étais même pas totalement certain. Même chose pour un certain nombre de médicaments. Hein. On a actuellement un certain nombre de médicaments qui permettent de traiter quand on diagnostique tôt. Et on n'est qu'au début d'une aventure, probablement, de l'arrivée des médicaments sur le Covid. Donc il y a eu, en termes d'innovation, quelque chose qu'on doit saluer, hein, qui est quelque chose. Et nous nous sortirons de cette crise que parce qu'il y a cette intelligence qui conduit à l'innovation. Mais dites-moi, pour que cette innovation extraordinaire, telle que vous la qualifiez, devienne un progrès humain et un progrès de civilisation, est-ce qu'il n'aurait pas fallu réussir à en faire un bien commun ? L'humanité a-t-elle manqué quelque part une occasion presque unique de produire un progrès universel ? Alors, vous posez là la question de la notion de vaccin comme un bien public mondial. Notion qui a été portée à la fois par des scientifiques, par des grandes ONG, mais aussi par les politiques, et aussi par les politiques français, de définir le vaccin comme un bien public mondial. C'est quelque chose auquel je suis, moi, personnellement, extrêmement sensible. J'ai connu le même débat dans les années 2001-2002 avec les nouveaux médicaments, les trithérapies qui étaient disponibles dans les pays du Nord, alors que l'infection par le VIH était dans les pays du Sud, et en particulier en Afrique et en Afrique du Sud. Et il a fallu se battre pour aller contre la notion de brevet et en faire de la notion de ces trithérapies un bien public mondial. C'est le seul exemple, finalement, de taille qu'on est, qui montre qu'on peut, lorsqu'il y a une cohérence de pensée entre, à la fois, en tout cas dans le domaine médical, les médecins, les ONG, et de convaincre évidemment les politiques, et où finalement l'industrie pharmaceutique a été obligée de céder et de lever ses brevets sur le bien public mondial. Je pense qu'on est dans quelque chose de différent là en ce moment vis-à-vis des brevets, parce que c'est la question qui pourrait se poser vis-à-vis du vaccin. D'abord, les choses sont beaucoup plus rapides. Deuxièmement, la question n'est pas tellement finalement le brevet que la fabrication même du vaccin et la capacité de fabrication de ces vaccins. Et donc d'avoir deux temps. Premièrement, les industriels, pas forcément du médicament classique, mais qui peuvent prendre le relais, je dirais, des big pharma pour fabriquer le médicament, et deuxièmement, bien sûr, ensuite, d'en faire un bien public mondial. Alors, c'est en cours, hein, c'est l'objet de tensions extrêmement fortes, comme on avait connu d'ailleurs au cours des trithérapies. Il y a des enjeux financiers considérables derrière le vaccin, vous le savez bien, et il y a des enjeux humains, éthiques et de bien public mondial qui existent. Et donc, nous sommes en plein dedans, mais, je dirais, la guerre n'est pas terminée. Et vous avez espoir de faire avancer les choses, c'est-à-dire que l'enjeu financier, justement, des vaccins contre le Covid, les enjeux financiers sont dans des proportions qui n'ont rien à voir avec celles des médicaments de trithérapie ou de ce qui a été mis en œuvre contre Ebola. C'est là que coince justement cette capacité à basculer favorablement ? Non, je pense que ce qui est très différent, c'est que Covid touche l'ensemble de la planète et touche les pays riches comme les pays pauvres. Les pays riches actuellement n'ont pas des capacités d'approvisionnement, et vous le savez, sur le vaccin qui leur paraissent suffisantes. Donc il y a évidemment une sorte de priorisation qui se fait pour les pays riches du Nord, qui trouvent, et donc pour les industriels, un marché qui existe. Néanmoins, les mêmes pays riches, indépendamment de visions citoyennes, éthiques ou de notions de bien public mondial, se rendent compte que la crise et la pandémie ne pourra s'arrêter que lorsqu'il y aura une couverture générale vaccinale mondiale, y compris au niveau des pays à ressources limitées. Donc c'est à la fois avec, je dirais,
un intérêt altruiste, mais aussi un intérêt égoïste, entre guillemets, de mettre en place ce bien public mondial. Donc je pense que ça se fera. Mais Le problème actuel est la capacité de production. Et il y a souvent je dirais, une incompréhension sur le sujet. Il y a la notion de bien public mondial qui est le résultat final, la mise à disposition, y compris pour les pays à ressources limitées, de ce type de vaccin, et la capacité à le produire, des usines pour le fabriquer, qui dépendent à la fois du Nord, mais qui dépendent également de la capacité des pays du Sud à le mettre en place. Mais je vais prendre un exemple très concret qui questionne justement ce sujet de la solidarité que l'Occident doit aux pays les plus pauvres. Jamais, quasiment jamais, nous ne parlons de la situation en Afrique, sauf pour évoquer le variant sud-africain. L'Inde, nous en parlons aujourd'hui parce qu'un nouveau variant vient d'y faire éruption et nous fait peur. Et au printemps dernier a été mis en place un dispositif mondial d'aide privée et surtout publique au profit des pays les plus pauvres, nommé Accélérateur ACT. Un an plus tard, les financements sont très loin du compte. Au final, quel prix pourrions-nous payer à cet égoïsme ? Alors, cet accélérateur, entre guillemets, c'est ce dont je viens de vous parler précédemment. La France a joué un rôle et notre président a poussé véritablement l'installation de cet accélérateur. Un certain nombre les premières doses, d'ailleurs, la France vient de donner les premières doses de vaccins à un certain nombre de pays du Sud, et en particulier autour de l'Afrique de l'Ouest via ACTA. Il faut accélérer. L'accélérateur doit accélérer, entre guillemets. C'est la discussion actuelle, qui est une discussion qui n'est plus d'ordre sanitaire, qui n'est plus d'ordre politique au niveau national, qui est d'ordre politique international, et qui doit être discutée en particulier à deux échéances. C'est pour ça que les choses sont en mouvement, à la fois lors du G7 et du G20, qui vont avoir lieu là en mai et en juin, et où ce problème fondamental d'arriver à considérer le vaccin Covid comme un bien public mondial va être très clairement mis sur la table, ainsi que son financement. Alors, l'innovation, on le sait, n'est pas que technologique, elle est aussi d'ordre social, entrepreneurial, managérial ou organisationnel. Qu'avons-nous et que n'avons-nous pas appris de la crise, et en filigrane, que faut-il attendre raisonnablement, objectivement du Ségur, censé, je le rappelle, introduire une remédicalisation de la gouvernance, de la cohérence et de la fluidité décisionnelle, un management responsabilisant et décentralisé? Alors, d'un point de vue sanitaire qui est le mien, je dois saluer, je dirais, le travail considérable qui a été réalisé. C'est plus que du travail, c'est véritablement par l'ensemble des soignants français, et en particulier ceux qui sont en première ligne sur les patients les plus graves, soit les SAMU, les urgences, et bien sûr les services d'anesthésie et réanimation. Finalement, l'État-nation a confié la réponse, une partie de la réponse Covid, à ses services de réanimation. Il faut qu'on en soit tous conscients, finalement. Pour assurer une certaine forme de liberté, et ça va être encore le cas dans les questions autour de la réouverture là, sur le mois de mai, et qu'on a confié et on a mis une pression considérable sur nos services de réanimation, qui ont tenu et qui continuent à tenir malgré un niveau extrêmement élevé, je dirais, en termes de pression. Donc, l'organisation hospitalière, elle a, en tout cas, beaucoup lors de la première vague, moins, je dirais, sur la vague actuelle. Elle s'est construite, je dirais, il faut en tirer la vraie leçon. Comment on n'oppose pas une administration à ses soignants, ou ses soignants à une administration, ses médecins à une administration, mais comment il y a une cohérence commune et comment finalement on écoute l'un et l'autre. Et c'est la très grande leçon, me semble-t-il, de la première période du mois de mars. Après, c'est comment le mettons en œuvre pour la suite, c'est évidemment plus complexe. Et vous êtes La deuxième notion, c'est quand même qu'on a raté quelque chose avec
je dirais, la médecine de ville. Hein, et je ne suis pas là en train de dire que les médecins de ville ont fait quelque chose. Je dis que le mode d'organisation et la place qu'on leur a laissée, c'est-à-dire assez peu de place lors de la première vague, des places difficiles à trouver sur la suite, il y a quelque chose qui, dans la continuité du soin sur une pathologie qui finalement, dans l'immense majorité des cas, et avec une prise en charge en ville et avec des enjeux de santé publique, il y a quelque chose là où il faut qu'on en tire des leçons. Et la troisième grande leçon, c'est en effet, c'est sur l'organisation de notre modèle de santé publique et d'accompagner des mesures, entre guillemets, de santé publique. J'aimerais partager avec vous les propos d'Alain Mérieux, qu'Alain Mérieux a tenu il y a quelques jours dans une interview. Je le cite, il confie sa tristesse, sa déception, son agacement, en cause l'échec des géants français, Sanofi et Institut Pasteur, dans la recherche du vaccin, mais plus largement le déclin du goût d'entreprendre en France. Je cite le président de l'Institut Mérieux encore, « On n'a pas mis les moyens, on n'a pas vu, on n'a pas su mobiliser. La France est un vieux pays un peu rouillé, qui a oublié que prendre des risques fait partie de la vie. » Professeur, n'est-ce pas un bon résumé des lacunes chroniques de la France en matière de recherche, d'industrie, de coopération publique-privée et État-entreprise? Qu'est-ce qui finalement est défaillant dans l'écosystème français? Écoutez, moi je connais bien M. Mérieux et que vraiment j'estime pleinement et qui mieux que lui, en effet, peut avoir ce regard avec, je dirais, l'expérience qu'il a de tout ce qui s'est passé. Bon, à l'inverse, tout n'est pas fini. Par exemple, sur l'exemple des vaccins, nous avons en gros les vaccins mRNA dont on a déjà un peu parlé. On a d'autres vaccins AstraZeneca ou JNJ qui arrivent avec un certain nombre de questionnements, vous avez vu, sur lesquels on pourra revenir. Et puis, peut-être que le vaccin Sanofi, qui a pris du retard initialement, qui devrait possiblement arriver à l'automne, trouvera-t-il sa place? Et si on avait le même type de dialogue à la fin de l'année 2021, on trouverait que le vaccin Sanofi a pleinement trouvé sa place à partir du mois d'octobre ou du mois de novembre. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes partis sur du moyen-long terme, hein, qui a bien sûr l'été à passer, mais que la pandémie ne sera pas terminée en septembre 2021. Donc, que la place pour de nouveaux vaccins, elle va arriver. Alors ensuite, sur le modèle français, oui, je l'entends, moi, depuis un certain temps, et je trouve que dans le domaine des maladies infectieuses, c'est probablement un des domaines où la France a toute sa place, à des degrés divers, et on recherche. Je vous rappelle que, voilà, quand on regarde la production scientifique française, y compris dans le Covid, sur les journaux publiés, c'est-à-dire pas des choses annoncées, mais sur des grands journaux, eh bien, la France se situe en 5e position, c'est-à-dire c'est à peu près là où elle se situe en général, et que sur d'autres disciplines des maladies infectieuses, on est plutôt en termes de production en 2e ou 3e place. Là où il y a en effet, et on le sent bien depuis longtemps, c'est cette difficulté de jonction en France à passer du milieu universitaire, de la recherche, à monter une start-up et ensuite à avoir une collaboration avec le milieu industriel. Et là, il faut qu'on trouve quelque chose de plus fluide. C'est aux nouvelles générations de le trouver. Mais moi, je suis optimiste, hein. Il y a une intelligence en France dans ce type de domaine qui continue d'exister. Mais à l'examen du risque, on associe immédiatement, automatiquement, celui du principe de précaution. Ce principe de précaution, vous-même, au sein du Conseil scientifique et l'exécutif, en avez-vous parfois abusé? Alors, on vit dans le principe de précaution en France. Hein, c'est peut-être, à mes yeux, peut-être à certains moments, trop. Hein. Je rappelle qu'il est issu des politiques. Hein. Il est issu de l'affaire du sang contaminé et du retentissement qu'il pouvait y avoir vis-à-vis des politiques. Et qu'ensuite, un président de la République, en l'occurrence Jacques Chirac,
l'a quasiment installé à un niveau au niveau institutionnel, à un niveau extrêmement élevé. Que fondamentalement, il a quelque chose de sain. Le principe de précaution, c'est pour protéger, dans le domaine de la santé, de l'impact que pourrait avoir nocif, que pourrait avoir un certain nombre de médicaments, de dispositions, voire de vaccins, qui pourraient arriver. Donc c'est bien essayer de protéger. Et on a des exemples en santé publique avec un certain nombre de médicaments, indépendamment de Covid, qui ont montré que quand on ne fait pas attention à ce principe de précaution, on peut aussi conduire à un certain nombre d'enjeux sanitaires majeurs. Alors, là où sont les limites, c'est voilà, un exemple simple. Autour de vaccins, on sait que le vaccin, qui n'est une fois de plus pas un médicament, qui est pour prévenir, et néanmoins, on le sait, que tout vaccin peut entraîner des effets secondaires, et que donc on doit peser, après avoir analysé les effets secondaires qui peuvent survenir, l'effet bénéfice-risque. Le principe de précaution fait que dès qu'on observe un certain nombre d'effets secondaires, eh bien, on rentre dans quelque chose de protégé. Et à certains moments, on peut s'interroger, par exemple, sur le vaccin AstraZeneca actuellement, qui est un excellent vaccin en termes d'efficacité, qui peut entraîner, en particulier chez les sujets jeunes, mais pas que, des effets secondaires, quelques effets secondaires en termes de thrombose. Eh bien, on a d'un côté le principe de précaution qui dit, eh bien, oui, on arrête de préconiser le vaccin AstraZeneca chez les patients les plus jeunes. On est bien dans le principe de précaution. Mais du coup, en même temps, eh bien, on arrête de vacciner de façon globale. Et on sait que l'arrêt du vaccin de façon globale, avec ce vaccin dont on a besoin, eh bien, peut ralentir, entre guillemets, une couverture vaccinale plus large. Donc voilà les limites, entre guillemets, du principe de précaution. On évoquait la solidarité entre pays riches et pays pauvres. J'aimerais évoquer avec vous une autre solidarité, celle qu'on appelle intergénérationnelle et que l'on sait aujourd'hui fissurée. D'un point de vue éthique, est-il selon vous tolérable que des personnes éligibles, je pense notamment aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, au personnel soignant également, que ces personnes-là se soustraient à la vaccination et donc hypothèquent l'issue d'une crise qui frappe très durement, il faut le rappeler, la jeunesse sacrifiée pour leur venir en aide. L'enjeu de solidarité n'aurait-il pas dû dicter une obligation de vaccination ? C'est une question difficile sur laquelle d'ailleurs s'est penché le CCNE. Je rappelle que je préside le CCNE, mais que sur les questions de Covid, je me mets en débord, mais je suis évidemment les travaux du CCNE, y compris sur ces aspects. La vraie question était, d'abord, c'est quelque chose qui est très évolutif, extrêmement évolutif. Rappelez-vous la France début janvier, et le résultat finalement de la vaccination en EHPAD et dans les maisons d'accueil des plus anciens, où on est maintenant à 97 ou 98% de vaccination acceptée, proposée et acceptée. Donc, en quoi une obligation aurait-elle été vraiment nécessaire? Et on n'était pas du tout avec ces chiffres-là et ces prévisions-là début janvier. Donc, les choses évoluent. Même chose chez les soignants. On part en effet d'un capital, je dirais, de soignants souhaitant se faire vacciner, qui était le point de départ, en particulier vis-à-vis du vaccin antigrippal, et ensuite des intentions de vaccin sur le Covid qui étaient relativement faibles. Et puis on voit, au fil du temps, quand on leur propose, quand il y a une proposition claire, quand il y a une proposition avec certains types de vaccins, etc., eh bien qu'on est en train d'augmenter progressivement, mais sûrement, cette capacité et cette acceptabilité des soignants à se faire vacciner. Donc, non, je pense que le CCNE avait pris une position de dire l'obligation, là en l'occurrence, est quelque chose qui met en tension d'un côté l'autonomie de la personne et de l'autre côté une vision plus globale, qui est la tension générale de cette crise d'ailleurs. Eh bien, laissons les choses, prenons le temps que les choses se fassent. Après, sur protéger le choix général
de protéger les personnes les plus fragiles et les plus anciens, y compris dans la stratégie de vaccination, oui, elle a été assumée et elle continue d'être assumée sur la notion simple, médicale, du rapport bénéfice-risque. Parlons maintenant un petit peu de la gouvernance et de la manière dont le conseil scientifique et l'exécutif coopèrent, collaborent, travaillent ensemble. Je ne sais pas quel terme exact il faut employer, mais nous rentrerons dans les détails. De votre poste, vous êtes aux premières loges du fonctionnement de l'appareil d'État, du plus haut niveau du sommet, l'Élysée ou Matignon, jusqu'aux structures de relais territoriales, notamment dans les préfectures. Cet exécutif, parfois, s'est montré à la hauteur de la tâche et de ses responsabilités. Parfois, il a été dépassé, voire défaillant. On a tous en mémoire, bien sûr, la gestion des masques, mais même aussi celle des vaccins, des décisions parfois incompréhensibles, une bureaucratie ou des décisions de bureaucrates ubuesques. Où se situe, selon vous, le bug de gouvernance en France ? Ce n'est pas du tout mon rôle de rentrer dans le bug de la gouvernance. Accordez-moi le fait que c'est une crise extrêmement difficile à gérer, en France, mais aussi dans les autres pays. Sortons une fois de plus un peu de ce milieu uniquement français et regardons ce qui se passe autour de nous, avec des évolutions d'ailleurs qui se sont passées en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, et maintenant dans un certain nombre d'énormes puissances, voire de continents, comme en Inde ou au Brésil. Et on voit bien la complexité de la gestion et de la réponse à la crise. C'est pas uniquement une crise, c'est pas uniquement une réponse sanitaire qui doit avoir lieu, c'est évidemment une réponse beaucoup plus globale. Et donc le politique à réfléchir sur l'ensemble des éléments de cette réponse. Le Conseil scientifique est là pour lui indiquer finalement la vision qu'il a du niveau sanitaire, avec quelque chose qui évolue, sur lequel on avait une absence de connaissance au départ, absence de connaissance. Qui contamine, où on se contamine, c'est des données uniquement qui arrivent au mois de décembre. Et qui montre qu'en fait, on se contamine quand on enlève son masque et qu'on est soit chez soi, soit à l'extérieur dans les lieux du travail, et qu'on boit et on mange, entre guillemets, enfin, pour parler très simplement. C'est donc ces données-là, ces données solides-là, 3 grands papiers, dont un français, n'arrivent que début décembre. Donc, il y a une série d'éléments. Le fait que 40% des gens soient asymptomatiques ou 50% des gens soient asymptomatiques et puissent contaminer pendant cette phase de symptomatique, on ne le sait qu'à partir de mi-avril 2020. Vous voyez le décalage. Alors, sur le modèle de relation entre scientifiques et politiques, bon, je dirais que si j'avais un mot d'un seul à faire, je dirais, c'est comment peut-on, sur des temps aussi difficiles, des décisions aussi difficiles, encore mieux engager la société civile. C'est-à-dire essayer d'avoir, bien sûr, des décisions qui doivent être top-down, c'est nécessaire, mais c'est une crise, il faut qu'il y ait des décisions top-down. Mais comment ces décisions peuvent-elles aussi s'appuyer sur les remontées des régions, d'une part, et des citoyens, d'autre part. Mais alors, permettez-moi de prendre un exemple. L'appel à la société civile, vous êtes l'un de ceux qui, très tôt, justement, d'ailleurs, l'a formulé. Au début de l'année, le président de la République, comme en écho finalement à cette demande, a mis en place un comité citoyen composé de 35 Français tirés au sort, chargé d'escorter la campagne de vaccination. Comité d'ailleurs dont plus personne n'entend parler aujourd'hui. Cette tentative de démocratie participative adaptée à un enjeu scientifique et organisationnel aussi, cardinal aussi critique, ça vous inspire quoi ? C'est une réponse justement à ce vœu de mieux intégrer la société civile ou c'est... Alors, les relations entre un comité scientifique et les politiques qui décident, qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus, c'est aux politiques de prendre les décisions. Le comité scientifique n'est là que pour l'éclairer. Puis, il peut faire un certain nombre de suggestions. C'est vrai que depuis le début, nous avions demandé que soit créé un comité citoyen, justement pour construire ce dialogue et construire la confiance. Parce qu'on sait, c'est pas seulement le comité scientifique français,
c'est l'analyse de ce qui s'est passé dans les grandes crises pandémiques, que la confiance des citoyens vis-à-vis de ces politiques, confiance des citoyens vis-à-vis de ces scientifiques aussi, est un élément fondamental pour gérer la crise au long cours. On peut éventuellement se passer de la confiance pendant quelques mois, on ne peut pas se passer de la confiance si on s'inscrit dans la durée, comme on est en train de s'inscrire avec cette crise, avec cette pandémie. Donc on l'avait réclamé, entre guillemets, la création de ce comité. Il n'a pas eu lieu pour des raisons diverses, il a eu lieu pour la création de ce comité vaccinal. Voilà, mieux vaut tard que jamais, je ne le vois pas trop là maintenant, mais il va sûrement mieux apparaître là maintenant. Il y a des vrais enjeux encore autour de vaccins qui existent. Et puis j'ai vu se créer au niveau d'un certain nombre de grandes régions, de grandes métropoles, et bien des comités qui associent à la fois les responsabilités politiques et les responsables politiques locaux, certains scientifiques et des citoyens. Donc cette discussion citoyenne, elle se fait peut-être moins au niveau national, et j'ai l'impression qu'elle se fait plus au niveau régional, et c'est très bien. Pensez-vous à certains moments clés que le Conseil scientifique a servi de bouclier, voire de bouc émissaire pour l'exécutif? Écoutez, il est trop tôt pour moi pour avoir, puis je suis à une très mauvaise place, hein, pour avoir un regard, je dirais, déjà apaisé sur la construction de ce qui s'est fait. Je redis ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que la relation entre politique et scientifique dans une crise de ce type doit reposer aussi sur la confiance. Et je pense qu'elle a reposé sur la confiance, en tout cas de notre côté. Alors, ensuite, est-ce que chacun son rôle? Le politique est là pour décider, en ayant écouté à la fois la vision sanitaire, mais aussi les visions économiques, se rendre compte de l'acceptabilité sociétale de tout cela. Et le scientifique est là pour dire attention, si on va vers telle direction, on risque d'arriver à tel résultat à tel moment. Et donc c'est cet équilibre, cette ligne de crête, un peu complexe, je vous l'accorde, hein, qui s'est produite et sur lequel, de temps en temps, le politique n'a pas suivi le comité scientifique. Vous évoquiez le rejet des Français pour le vaccin AstraZeneca. Ça me donne et vous évoquiez aussi l'enjeu de la confiance. J'aimerais justement qu'on creuse un tout petit peu ce sujet-là. Les plateaux de télévision, depuis 1 an et demi, sont le théâtre d'un spectacle permanent auquel se livrent des scientifiques, des commentateurs de tous horizons, des experts, autoproclamés souvent, des élus politiques de tous bords. Et à ce spectacle, la corporation d'ailleurs des médecins participe, souvent sans guère de retenue. Ce traitement médiatique a 2 effets. Celui d'abord d'enfermer le présent et l'avenir des citoyens dans la peur, le repli, la tétanie, et puis celui d'aggraver justement cette crise de confiance dans la science. Et quand on voit effectivement que 71% des Français rejettent l'AstraZeneca, c'est vraiment le symptôme, c'est la démonstration de cette crise de confiance. Dans quel état, selon vous, la science sortira-t-elle de cette épreuve? La science, pas seulement la confiance en la science elle-même. La science va sortir meurtrie de Covid-19. À la fois, on a des avancées scientifiques majeures, hein, je l'évoquais tout à l'heure, de l'innovation. Et puis, c'est quelque chose qu'on avait commencé à observer lors des États généraux de la bioéthique, de la part des citoyens qui, en France, en général, sont dans un climat de grande confiance par rapport à leurs médecins. On n'est pas dans un milieu anglo-saxon, on est la construction de la relation médecin-malade en France, et notre modèle social et d'organisation de prise en charge le permet, est basé sur un système de confiance. Et on voit bien que, à la suite, à la fois d'avoir mis des débats entre scientifiques qui sont normaux, je dirais, d'avoir telle opinion ou telle autre opinion sur tel ou tel type de sujet, mais de les avoir mis sur la place publique, ces débats qui sont nécessaires, je dirais, entre scientifiques eux-mêmes, ont probablement été, à mes yeux, un peu loin sur ce qu'on a pu voir à certains moments. Après, il y a aussi d'autres enjeux.
les médias, je l'ai déjà dit, donc je peux le redire aujourd'hui, qui jouent un rôle fondamental pour transmettre un certain nombre de messages, qui sont donc des rouages essentiels de la transmission de l'information et qui doivent avoir gardé toute leur autonomie vis-à-vis de ça. Et puis inversement aussi, on a observé qu'un certain nombre de médias, indépendamment de l'observation de ça, de ce rôle, créaient aussi, je dirais, en opposant de façon un peu artificielle tel scientifique vis-à-vis de tel autre, créer du buzz pour aussi assurer ses audits. Et donc, chacun, finalement, a une responsabilité, je dirais, un peu éthique, à la fois pour le scientifique, de s'interroger jusqu'à quel point il doit participer à cette ambiance médiatique. Les médias elles-mêmes, qui, à mes yeux, doivent s'interroger aussi sur, finalement, jusqu'où peuvent-elles aller ou ne doivent-elles pas aller. Et puis, le citoyen qui est là-dedans, finalement, un peu interrogatif vis-à-vis de ce qu'il entend, des contradictions qu'il peut y avoir, et qui à certains moments est perdu. J'en ai pleinement conscience. Et par exemple, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, vous l'avez remarqué, depuis 3 mois, j'ai décidé de retirer un peu de l'espace médiatique, même si je voudrais que j'y revienne un peu pour à certains moments continuer d'éclairer nos concitoyens sur la vision de la crise telle qu'on la voit et telle qu'on va la voir encore pendant un certain temps, mais d'essayer de prendre du champ, de prendre du calme pour essayer d'être dans la réflexion. Mais si on reprend l'exemple de l'AstraZeneca, au-delà des responsabilités individuelles ou par corporation, acteurs politiques, scientifiques, médiatiques, est-ce que cette incapacité à rétablir la confiance des Français, pour reprendre là encore seulement l'exemple de l'AstraZeneca, n'est-ce pas finalement le reflet des dysfonctionnements de notre démocratie ? Non, moi je ne pense pas. Là, on n'est pas dans l'aspect du fonctionnement de démocratie. On est dans quelque chose de plus simple, entre guillemets, qui ne touche pas à cette notion même de démocratie. On rejoint à mes yeux, finalement, la question que vous me posiez auparavant sur jusqu'où doit-on aller dans l'information. Et je répète, pour être bien clair, AstraZeneca est un vaccin qui a une grande efficacité, à la fois contre le virus initial et contre le variant anglais, qui peut donner dans un tout petit nombre de cas des épisodes de thrombose assez particuliers. Le rapport bénéfice-risque reste très en faveur de l'utilisation de ce vaccin chez les personnes de plus de 55 ans ou 60 ans, et par contre, est challengé sur les personnes les plus jeunes. Donc ça reste un excellent vaccin qu'on peut continuer à utiliser chez les personnes les plus âgées. Une question qui touche à la fois à la science et à la démocratie. La crise nous embarque définitivement dans l'ère du capitalisme numérique. Les GAFAM ont atteint un niveau de capitalisation boursière vertigineux qui les dote de moyens avec lesquels quasiment plus aucun État ne peut rivaliser. Et ces moyens, c'est notamment à la santé qu'ils ont décidé de les consacrer. Cela vous réjouit ou est-ce que cela aussi vous inquiète ? Alors, c'est un sujet sur lequel le CCNE planche déjà depuis 2 ans et demi, avant même la crise Covid. C'est-à-dire l'éruption du numérique et santé. Et dans ce contexte, en accord avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, nous avions créé, et on a créé, un CCNE numérique qui est sous l'égide du CCNE, qui est à côté du CCNE, et qui travaille là maintenant depuis 18 mois, et qui est en interaction avec le CCNE sur les aspects de santé, mais qui dépasse les aspects de santé, s'interroge, réfléchit sur les grands enjeux éthiques de ces questions. C'est un modèle qui est différent de celui du CCNE Biologie Santé, mais avec des valeurs éthiques évidemment qui sont partagées, et sur lequel on devrait aboutir finalement à la constitution ensuite d'une vision plus globale de la réflexion éthique en France. C'est un vrai grand projet
que je continuerai de porter pour les années qui viennent. Mais à titre personnel, vous posez les deux questions, à la fois de la Donc, je me pose, réjouissance et de l'inquiétude. et d'inquiétude, bien sûr, et d'inquiétude. Alors, à la fois, il y a des choses, extrêmement positives. Il faut aussi arrêter d'être toujours en négatif. Je dirais l'utilisation des big data en santé, l'utilisation des grandes bases de données est un élément qui va révolutionner à la fois la prise en charge et dans une certaine mesure la recherche même, hein. La recherche biomédicale et en particulier autour du médicament va radicalement changer avec l'utilisation de ces grandes bases de données. Puis après, on voit bien aussi les limites qu'il y a lorsque vous rentrez dans vous avez une utilisation de données individuelles à visée collective. Le modèle Israël pose très bien la question. Ce pays particulier, quand même, Israël, prend la décision de monter un partenariat avec une grande industrie pharmaceutique, Pfizer en l'occurrence. Vous voyez, en échange de quoi il reçoit des vaccins en quantité suffisante pour vacciner l'ensemble du pays, mais en contrepartie, met en place un système de big data qui ne lui appartient plus seulement à ses citoyens, mais qu'il partage avec la compagnie pharmaceutique. C'est une chose inimaginable en France. Inimaginable. La CNIL, probablement différentes instances, il y aurait une proposition de ce type pour hurler. Et puis, finalement, le résultat des courses, c'est quand même qu'on a un pays qui a vacciné l'immense majorité de ses concitoyens dans un délai raisonnable. Et, autre point, est-ce qu'ils sont capables de garder l'autonomie vis-à-vis de l'industriel? Est-ce qu'ils sont capables de garder une certaine forme de regard critique? J'avais des doutes, à vrai dire. Et puis je m'aperçois, j'ai discuté longuement, et le Conseil scientifique a discuté longuement avec les Israéliens dans l'après-midi d'hier, eh bien qu'ils sont en train, par exemple, de mettre en questionnement, y compris sur ce vaccin, certains effets secondaires, la sensibilité de ce vaccin par rapport à des variants, et donc ils ont gardé une autonomie, entre guillemets, de la pensée. Donc vous voyez, dans la discussion très générale, il faut aussi, ce nouveau modèle du numérique en santé est un élément totalement essentiel, mais qui existe déjà de façon massive. Toute la nouvelle radiologie est construite avec le numérique, hein, vous n'en apercevez pas, mais c'est la réalité. Donc, avoir un regard qui permette de garder un certain nombre de grandes valeurs, et en particulier, finalement, toujours la notion du consentement individuel. Si, un mot sur l'Europe, c'est quand même très important parce que l'une des raisons pour lesquelles l'Europe n'a pas réussi dans une stratégie de riposte commune et homogène, c'est que la santé ne fait pas partie de ses prérogatives, de ses compétences. Et cela au nom des souverainetés des États. Est-ce que la crise va nous aider à accepter que la santé est un enjeu supérieur aux souverainetés nationales? En tout cas, je le souhaite. Hein, je rappelle souvent que dans la commission actuelle, la Commission européenne, il existe une commission autour de la santé. Elle avait failli disparaître pour devenir une commission à l'innovation, hein, uniquement à l'innovation. C'était d'ailleurs sous la poussée des Big Pharma qui souhaitaient vraiment avoir quelque chose uniquement autour de l'innovation. Or, autant je vous dis mon caractère extrêmement positif sur l'innovation, je suis issu de ce milieu-là. Mais autant j'en vois aussi les limites. La santé ne se résume pas à l'innovation. La santé, c'est aussi la santé publique. C'est aussi finalement une démarche vis-à-vis des plus fragiles, des plus déshérités, qui est un enjeu majeur, y compris dans nos sociétés européennes. Donc, oui, la réponse européenne, quand vous dites qu'elle a été mauvaise, il faut la nuancer. Elle a été pas suffisamment rapide, pas suffisamment... Mais somme toute, là, actuellement, par exemple, en termes d'accès aux vaccins, dites-vous bien, il faut que tout le monde comprenne que si ça avait été des commandes uniquement de chacun des pays, nous ne serions pas à ce niveau-là, au niveau de la capacité à vacciner les citoyens français ou les citoyens allemands. C'est parce qu'il y a eu une vision globale européenne qu'on va se trouver avec la capacité de vaccination pour la fin de l'année 2021
pour les nouveaux variants en 2022, donc qu'on aura ce pouvoir, entre guillemets, de réponse. Eh bien, oui, il faut que l'Europe s'empare de ce sujet majeur qui est autour de la santé et de la santé publique. Vous parliez de la fragilité et des personnes fragiles. J'aimerais qu'on évoque les dégâts considérables que la crise provoque sur le psychisme des Français, le psychisme des plus précaires, des jeunes, des élèves décrochés, des victimes économiques, le psychisme des personnes privées de relations affectives et amoureuses, des aînés privés de tout contact, le psychisme aussi des familles dévastées par la disparition d'un proche. C'est une réalité aujourd'hui, ce le sera plus encore demain à moyen et long terme. Au final, ça pourrait donner quoi, selon vous? Alors, d'abord, c'est bien, ça illustre bien la complexité de la réponse à Covid, où tout ne doit pas se jouer uniquement sur la réponse à l'épidémie Covid. Que le non-Covid est également tout à fait essentiel. On le voit en ce moment avec les programmations hospitalières, compte tenu de l'impact majeur qu'il y a sur le système de soins depuis maintenant 2 mois. Et par ailleurs, sur les conséquences psychiques que vous évoquez, alors je suis partagé. Je suis partagé parce qu'elles sont là. Indiscutablement, elles sont là. Après, quand on va sortir de la crise, est-ce que c'est quelque chose de profond qui va faire que cette forme d'inquiétude, de lassitude, de mélancolie, de troubles psychiques divers et variés, voire même chez les jeunes ados, tels que c'est décrit, est-ce que cela va s'inscrire dans la durée ou au contraire, est-ce que c'est très lié à cette ambiance de crise? C'est bien pour ça que dans les décisions, je dirais, qui sont à prendre, l'enjeu sanitaire Covid est un des éléments de la question, mais ce n'est pas le seul. Ces éléments non Covid le sont aussi, et je dirais la vision très globale de la vie de nos concitoyens en est un autre. C'est pour ça que la décision du politique est si complexe et que c'est cet équilibre qui est complexe et difficile à trouver et à expliquer. Avant de conclure, professeur, une question sur un sujet, je sais, qui vous est cher, celui des libertés. La gestion de la crise a provoqué une compression d'une ampleur inédite, mais bien sûr légitime, tout le monde le comprend, des libertés publiques. Malheureusement, l'histoire le démontre, l'histoire récente le démontre, les autorités publiques ont tendance à pérenniser des mesures liberticides qui au départ sont censées n'être que momentanées, et cela au nom d'une doctrine sécuritaire toujours plus vivace et qui d'ailleurs sera centrale d'ici 1 an, d'ici les prochaines présidentielles. Sur quel point devrons-nous être particulièrement vigilants au moment justement de regarder, de gérer ces libertés publiques qui ont été atrophiées? Alors, vous avez raison d'insister là-dessus parce que c'est à la fois quelque chose qui m'est cher, vraiment fondamentalement, et je sais également, c'est une critique qui est faite au Conseil scientifique, d'avoir inscrit par rapport à ces aspects autour de restrictions de liberté, au nom finalement de la crise sanitaire et d'avoir rajouté, je dirais, cet enjeu sanitaire pour pouvoir mieux l'expliciter ou le mettre en place. Alors, c'est vrai, premièrement, il faut voir les choses en face. La réponse à la crise telle qu'elle est a restreint un certain nombre de nos libertés. Et ça restreint, une fois de plus, avec une vision de protéger les plus anciens, les plus fragiles, d'avoir une réponse qui initialement n'était peut-être pas parfaitement adaptée et qui restreignait les libertés de tout un chacun, et en particulier aussi de la population la plus jeune. Et ça reste une vraie question encore maintenant. Le vaccin atténue les choses, mais ça reste une vraie question actuelle. Le deuxième élément, c'est que cette restriction de liberté, elle était nécessaire au plan sanitaire. Moi, je l'assume, hein, elle était nécessaire au plan sanitaire. À condition qu'elle soit proportionnée d'une part et qu'elle soit sur un temps limité d'autre part. Et donc, le vrai enjeu, il est maintenant. Il est maintenant comment nous allons sortir de la loi de crise sanitaire et avec un régime probablement transitoire
se mettant en place à partir de début juin, et comment même nous pourrons sortir, entre guillemets, je dirais, de ce régime transitoire. Et c'est là où il va falloir faire très attention pour qu'en fait, on puisse réellement revenir au point de départ et ne pas, je dirais, rester dans quelque chose d'ambigu. Et c'est bien pour ça que, finalement, la stratégie autour du vaccin, elle est absolument fondamentale pour, je dirais, être un élément de réponse par rapport à des réponses qui sont des réponses de limitation de nos libertés à visée de santé publique. Pour conclure, professeur, 3 petites questions très courtes qui s'enchaînent, donc je vous les partage les unes après les autres. À propos de la stratégie de déconfinement, est-elle adaptée à la situation et à vos prévisions? Risque-t-elle d'ouvrir les vannes d'une 4e vague à l'automne? Et puis on parle beaucoup du variant anglais parce qu'il occupe une part majoritaire des contaminations en France. Et on sait qu'au fur et à mesure que nous allons vacciner la population, ce variant va s'effacer et pourrait laisser ses adversaires sud-africains, brésiliens ou indiens proliférer. Cela semble sans fin pour une grande partie des Français. Est-ce que nous sommes condamnés à vivre pendant des années avec et contre le Covid-19 ? On va vivre un été qui ne sera pas un été 2021, qui ne sera pas un été tout à fait comme les autres, de nouveau, comme on avait vécu l'année 2020, qui n'était pas tout à fait un été comme les autres. Mais on va vivre mieux puisque on atteindra un niveau de vaccination qui va être de l'ordre de 30 millions dans la deuxième quinzaine de juin, et ensuite qui va dépendre un peu de comment les populations plus jeunes va-t-elle accepter et de se faire vacciner. Sur les mesures de sortie de crise, elles ne sont pas encore connues. Ma seule remarque est de dire attention, il faut avoir des mesures de sortie de crise. On ne peut pas rester, je dirais, éternellement dans une situation telle qu'on est. Et inversement, on est à un très haut niveau de circulation du virus. Très haut niveau. Et les services de réanimation sont encore extrêmement peu. On est à un niveau très, très largement supérieur à celui de l'an dernier à la même époque. Il faut comprendre ça. Très largement supérieur. Donc le déconfinement, eh bien, voilà, il doit être progressif. Il doit être adapté. Il n'est probablement pas le même d'une région à une autre région. Il faut qu'il se fasse quelque chose, parce que c'est le vaccin qui, au fur et à mesure, va nous couvrir. Mais on a une zone très difficile, entre guillemets, à passer entre le mois de mai et le mois de juin, qui peut être complexe si on déconfine trop vite et dans de mauvaises conditions. Enfin, les variants, oui, c'est vraiment un point essentiel. Vous avez vu comment, alors qu'on devrait être sorti de cette crise s'il n'y avait pas eu le mutant anglais, comment tout a été, les cartes ont complètement changé. Et le Conseil scientifique l'avait inscrit ça dès la mi-décembre, dès la fin décembre. Les autres variants sont en train d'apparaître en France. On va ralentir avec les mesures qui ont été prises de limitation des frontières. On va ralentir, mais ils apparaîtront. On est protégé actuellement par le variant anglais. Un certain nombre de ces variants sont sensibles au vaccin. Le variant sud-africain est un peu moins sensible au vaccin. Donc évidemment, c'est un élément, c'est un enjeu important. Donc pour me résumer, oui, on est en sortie de crise majeure pour l'été 2021 à cause de la vaccination. Regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe en Angleterre. Non, la crise ne sera pas finie à la fin de l'été. On va vivre encore avec le Covid pendant de nombreux mois. Il y aura possiblement des reprises avec les variants. Et donc, on s'inscrit maintenant dans quelque chose qui est plus de long terme. Merci infiniment, professeur Jean-François Delfraissy, pour ce dialogue.